Et au cœur de l'info, on continue de suivre le conflit au Proche-Orient. Emmanuel Macron a annoncé une conférence humanitaire à Paris. Ça se passe jeudi. Il appelle à une trêve humanitaire parce que, je cite, le terrorisme ne justifie pas de sacrifier des civils. On en parle avec nos invités spécialistes du Proche-Orient. Younes Benfalla, bonjour à vous. Bonjour. On vous retrouve dans un instant. Et puis Sébastien Boussois, à distance aussi, qui là encore nous apportera son éclairage sur la situation à Gaza. Mais d'abord, direction Tel Aviv, où nous attendent Ben Barnier et Nicolas Hauer, nos envoyés spéciaux. Bonjour à vous, Ben. Comment elle est accueillie, cette conférence, justement, donc organisée par la France? Bonjour Flore, bien écoutez, cette conférence organisée par la France ici en Israël, elle est accueillie avec un sentiment plutôt mitigé puisqu'Israël a été notifié de cette conférence mais pas invité à cette conférence. C'est ce que m'a confirmé le Quai d'Orsay à l'instant. L'Égypte a été invitée, la Jordanie, les pays du Golfe, les représentants de l'autorité palestinienne, des pays européens, des pays occidentaux, mais pas Israël. Il y a donc voilà, un ressentiment, une rancœur par rapport à cela, des réactions aussi peut-être quelquefois, peut-être même cyniques, qui considèrent qu'il s'agit pour la France d'essayer d'exister sur la scène diplomatique. D'autres vivent également ici en Israël mal cette conférence puisque selon eux il s'agit de soutenir le Hamas, qui n'est évidemment absolument pas l'objectif de cette conférence. Par ailleurs, les images de victimes nous parviennent aussi jusqu'ici à la télévision israélienne et nul doute qu'à Gaza, cette initiative sera appréciée puisqu'il s'agit d'un plan de grande ampleur, coordonner toute l'aide qui arrive sur la bande de Gaza. Selon le ministère des Armées, 17 tonnes de fret ont déjà été acheminées avec l'assistance de l'armée française. Et avec 2 convois supplémentaires, on devrait arriver à 37 tonnes supplémentaires qui arrivent jusqu'à Gaza. Une aide qui sera donc a priori très bien accueillie par les Palestiniens à Gaza, mais qui ne constitue pas ici en Israël une priorité. La France qui continue d'exister dans la région, c'est ce que vous nous dites, Ben Barnier, du point de vue des Israéliens. Qu'est-ce qu'ils attendent pour le coup des États-Unis, qui existent bien dans la région? Leur voix pèse. Est-ce qu'ils en attendent justement une sortie de crise? Qu'ont-ils pensé, par exemple, de la visite d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine? Oui, absolument, Flora, puisque les États-Unis, c'est l'allié diplomatique, économique, militaire de premier plan. Alors, justement, cette visite d'Anthony Blinken, elle a été extrêmement suivie ici, notamment à Tel Aviv. Elle a même, le jour de cette visite ici, presque éclipsé un autre grand événement qui était le discours du chef du Hezbollah. Alors, cela dit, il y a 2 sentiments, il y a 2 réactions par rapport à cette visite. Tout d'abord, le fait qu'Anthony Blinken était venu pour faire pression sur le gouvernement israélien et précisément le Premier ministre Benjamin Netanyahou, mais que finalement, il n'a pas obtenu grand-chose puisque Benjamin Netanyahou a refusé une trêve même partielle tant que le Hamas détiendrait des otages à Gaza. Cette visite, elle s'est poursuivie en Jordanie, en Cisjordanie, aujourd'hui en Turquie. Anthony Blinken qui lui se dit confiant que davantage d'aide parviendra jusqu'à Gaza, selon lui à échéance très proche dans les prochains jours. Merci beaucoup, Ben Barnier, depuis Tel Aviv, avec Nicolas Hauer derrière la caméra. Et rebonjour à vous, Younes Benfalla. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris 8, directeur du think tank MedFocus et donc spécialiste du Moyen-Orient. Les États-Unis ont dit, je cite, œuvrer davantage pour l'aide humanitaire à Gaza. C'est ce qu'a dit Anthony Blinken. Il a rencontré hier, on l'a dit, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, en Cisjordanie. Les États-Unis, ils cherchent quoi? Un équilibre, un juste équilibre dans la région entre être alliés à Israël, mais tout de même soutenir un minimum la cause palestinienne? Tout d'abord, il y a un changement de ton dans le discours américain parce qu'il voit clairement que l'opinion publique internationale risque de se retourner contre Oui. Israël, vu les bombardements intensifs. Et donc, exactement, il y a une possibilité maintenant pour la politique américaine, d'abord de faire le contrôle sur Netanyahou qui ne cesse pas de mentionner la question du risque d'embrasement et qui veut certainement impliquer le Hezbollah et exactement par derrière, on va dire, l'Iran dans cette guerre, chose que les Américains ne veulent pas. Et deuxièmement, rationaliser en quelque sorte le conflit. Donc le rôle et la responsabilité des Américains, ils sont très très forts là-dessus. Donc c'est les États-Unis qui détiennent un pouvoir dans cette région. C'est vrai qu'il y avait une politique de désengagement les dernières années, une volonté de voir que les accords d'Abraham seront la possibilité de faire la paix, mais en négligeant les Palestiniens. Là, on voit qu'il y a un retour à cette scène qui est un retour qui est très important et qui doit faire face pas seulement à l'influence iranienne dans cette question, mais également à l'importance et l'influence russe et chinoise dans ce conflit. Parce que le monde arabe, il a critiqué l'aveuglement américain depuis quelques décennies concernant cette affaire. Il n'y avait pas une volonté d'avoir une résolution, mais c'était plutôt une gestion d'un conflit par les administrations américaines
successives. Actuellement, la Russie et la Chine profitent de cette fracture entre l'Occident et le Sud global, notamment au Moyen-Orient. Et donc, c'est pour cette raison que je trouve que les Américains ne cessent pas de faire appel à leurs alliés dans la région. Ça peut être le Qatar, l'Égypte, la Jordanie et d'autres pays pour insérer d'abord une possibilité d'un cessez-le-feu qui devient vraiment très très tard, parce que je fais quand même le petit rappel qu'il y a seulement deux personnalités qui ont fait l'appel à un cessez-le-feu, le pape François et le secrétaire général de l'ONU. Bon, pour la tristesse ironie, en fait, l'ONU devient comme le pape, elle n'a pas de responsabilité politique très très forte concernant ce conflit, et je crois c'est pour cette raison que les Américains sont les seuls qui peuvent faire pression sur le gouvernement israélien afin d'aller vers une dynamique d'abord de cessez-le-feu, par la suite peut-être d'une dynamique également de paix, c'est-à-dire construire en fait un chemin de paix par la possibilité d'avoir la question des deux États. Bon, là maintenant, on la voit comme étant une perspective qui devient de plus en plus très très difficile, mais en même temps, il faut qu'on voit qu'il y a des possibilités politiques qui peuvent être jouées concernant ce conflit. Sache à savoir que, bien évidemment, la position israélienne, je la trouve encore très très compliquée, parce qu'on est face à un gouvernement qui n'a pas de perspective politique, qui est dirigé actuellement par 3 militaires principalement, parce que c'est eux qui font le cabinet militaire, mais jusqu'aujourd'hui, la perspective politique reste négligée. On va en parler avec Sébastien Boussois. Rebonjour à vous, docteur en sciences politiques, en géopolitique, spécialiste aussi du Moyen-Orient. Alors depuis le 7 octobre, on l'a rappelé aussi, les représentants des États-Unis s'accumulent sur place, en tout cas se succèdent précisément dans la région. Est-ce que c'est pour contenir l'embrasement, pour limiter le gouvernement Netanyahou dans ses représailles? Pourquoi les États-Unis sont toujours sur place? Est-ce qu'ils ont retenu la leçon du fiasco entre eux justement et l'Irak dans les débuts des années 2000? Alors, je crois qu'ils essaient de jouer leur va-tout diplomatique. Ils ont compris un peu tardivement que le Sud global était prêt, comme les puissances médiatrices régionales, à revenir en force dans un certain nombre de zones de conflit. Et après, je dirais effectivement les échecs en Irak, en Afghanistan, le retrait progressif des États-Unis de bon nombre de conflits, ils se sont rendus compte que ça s'était retourné sur les Occidentaux. Et dans un contexte aujourd'hui de désoccidentalisation, l'administration américaine qui est un peu en fin de course, puisque le mandat de Joe Biden finit bientôt. Rien ne dit que Donald Trump ne reviendra pas, le fameux Donald Trump qui a fait signer les accords d'Abraham pour espérer la paix entre les pays arabes et Israël. Rien ne dit que Donald Trump ne va pas revenir. Et Joe Biden, finalement, en termes de succès diplomatique et de politique étrangère depuis quelques années, tout ça est assez faible et assez modeste. Donc Blinken, évidemment, s'agite pour essayer de réintroduire les Américains au sein de la situation et essayer de régler la question entre Israéliens et Palestiniens, comme ils ont essayé de le faire au moment des accords d'Oslo, comme ils ont essayé de le faire à Camp David, ou comme ils ont essayé de relancer la machine au moment de la seconde intifada. C'est très compliqué. On voit quelque part aujourd'hui un dernier sursaut occidental qui essaie de se dire que la diplomatie, c'était un peu sa force de frappe, comme le multilatéralisme, mais qu'aujourd'hui, que ce soit la Chine ou la Russie, qui effectivement profitent de la situation, ou les puissances régionales médiatrices type Qatar, Émirats est un peu dans une situation délicate avec les accords d'Abraham, mais en tout cas, il y a une concurrence claire et nette diplomatique et les États-Unis profitent du crédit qu'ils ont encore, mais je ne suis pas sûr que dans 20 ans, ça soit encore le cas. Les États-Unis qui ont été accusés un vendredi d'être responsables de la guerre à Gaza par Hassan Nasrallah, donc le chef du Hezbollah libanais. C'est ce qu'il a dit dans cette allocution donc, il y a quelques jours. Il a également dit que toutes les options étaient sur la table pour élargir la guerre sur le front libanais avec Israël. Ce n'est pas arrivé depuis 2006. Sébastien Boussois, comment vous avez lu cette intervention justement du chef du Hezbollah ? Bon, j'ai déjà vu que la guerre des 6 jours, la guerre des 33 jours de 2006, entre Israël et le Hezbollah n'a servi en réalité aucune des causes. Il faut quand même reconnaître et redire que le Hezbollah est assis sur une manne. Il a des représentants politiques au sein d'un Liban compliqué. La situation économique n'est pas simple du côté du Liban et il sait qu'il a à peu près tout à perdre. Donc il souffle le chaud et le froid dans son discours. Il dit qu'il peut venir en aide ou qu'il peut soutenir, mais que ce n'est pas véritablement à l'ordre du jour. Quelque part, beaucoup pensaient, et j'en faisais partie, qu'ils n'iraient pas jusqu'à l'embrasement et jusqu'à les tirs de roquettes qui sont quand même envoyés quotidiennement sur le nord d'Israël.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est une deuxième courroie de transmission, si je puis dire, ou en tout cas une zone de sécurité pour l'Iran supplémentaire. Le Hamas est clairement en avant, on l'a bien compris depuis le 7 octobre, et l'Iran cherche aussi à garder des cartes, et il sait que s'il engage le Hezbollah, il risque de perdre un bastion extrêmement important au Liban, et en tout cas pour contrer Israël. Alors pour l'heure, évidemment, l'essentiel du front, vous restez avec nous, hein, Sébastien Boussois, c'est dans le sud, c'est cette enclave donc qui est la bande de Gaza. Gaza toujours pilonnée et coupée en deux. Justement, le point sur la situation sur place avec notre correspondante en Israël, Agnès Varamian. Ce n'est pas un immeuble, mais plusieurs. L'armée israélienne fournit les images de ces bombardements. Selon elle, un centre de commandement, d'entraînement, et puis des tunnels du Hamas. Toute la nuit, le nord de Gaza s'est illuminé de raids israéliens. Au sol, selon le commandement, les troupes ont terminé d'encercler la ville de Gaza. Et Tsahal diffuse des messages vidéo en arabe à la population pour qu'elle s'en aille. Je demande à tous les civils du nord de la bande de Gaza de se diriger vers le sud. Une route vers le sud, sécurisée selon Israël. On y voit des Palestiniens épuisés et en grand désarroi. Cette dame vient de la région d'Al-Nassar. Nous l'avons sortie des décombres. On l'emmène vers le sud. Ses sandales sont cassées. Elle ne peut pas parler. Et dans les décombres des bombardements, encore des civils qui s'en vont. Pour la première fois la nuit dernière, de l'aide a été larguée par des avions au-dessus de Gaza. De l'aide médicale jordanienne à destination d'un hôpital de campagne. Les hôpitaux dont Tsahal continue d'affirmer que certains servent de base au Hamas. L'armée a montré ces images de ce qu'elle décrit comme une entrée de tunnel au pied du bâtiment. Forcément, quand on voit ces images d'exode, de bombardement aussi sur des hôpitaux, Mahmoud Abbas a parlé d'une guerre de génocide sans aucun respect du droit international. D'abord, est-ce que génocide, il faut employer ce terme maintenant ? Non, je crois que oui, bien évidemment, pour les Palestiniens, il s'agit d'un génocide parce que Mahmoud Abbas, il veut bien évidemment défendre cette question. Il faut rappeler quand même qu'il y a une concurrence très très rude entre le Fatah et le Hamas, les deux mouvements en Cisjordanie et également dans la bande du Gaza, sur la question du leadership de la cause palestinienne. Et donc forcément, il y a aussi de la surenchère par rapport aux déclarations. Maintenant, la différence entre les deux, c'est que le Hamas, ils ont choisi leur chemin de faire un chemin d'un groupe armée et qui veut bien évidemment combattre Israël. Par contre, l'autorité palestinienne, elle tombe en fin de compte dans tous les pièges et dans tous les défauts des accords d'Oslo. D'abord parce qu'il s'agit d'une autorité, on n'a pas donné un statut d'État aux Palestiniens, une autorité que les Israéliens voulaient qu'elle soit une délégation qui va sécuriser la Cisjordanie. Deuxièmement, il y avait le débat sur la question de comment on peut faire des élections, comme ce qui s'était passé en 2006 ou en 2008 d'ailleurs, pour l'arrivée du Hamas, alors que le pays il est toujours colonisé. Ouais. Et en même temps, il y avait aussi l'absence des hommes d'État en fin de compte dans cette question, parce que le charisme de Yasser Arafat, la présence d'une dame comme Hanan Ashrawi qui était la chrétienne dans cette autorité palestinienne, le fait de voir aussi un mouvement intellectuel à l'époque, ça veut dire des poètes comme Mahmoud Darwish, comme Sameh Al-Qassem, c'était vraiment des personnalités qui ont de l'influence pour vraiment prendre la cause palestinienne au niveau international et porter la voix de cette cause palestinienne qui était très très forte au niveau surtout du tiers-monde, principalement en Amérique latine, en Afrique. Et donc, il y a par la suite l'arrivée de Mahmoud Abbas avec ce déclenchement de cette crise palestino-palestinienne entre le Hamas et le Fatah, bien évidemment avec une autorité qui est très très corrompue, épinglée par plusieurs rapports internationaux, elle est arrivée en fin de compte à une faillite là où il y a un grand problème, pas seulement sur sa responsabilité, sa capacité à réagir, mais également sur la succession d'un Mahmoud Abbas qui vit actuellement à peu près, il est en 92 ans, donc forcément la question de la succession aussi, elle se pose et ça va poser également un grand problème. Dernièrement, j'aimerais bien juste souligner un point, parce que la stratégie israélienne qui veut dire le fait de neutraliser le Hamas dans la bande du Gaza, en fin de compte, elle veut transposer ce qu'elle a fait Israël en 82 à Beyrouth, en voulant chasser l'OLP, l'organisation palestinienne, de libération palestinienne du Fatah.
Pas seulement elle n'a pas réussi à faire ça, mais c'était principalement en 82 la cause principale de la naissance du Hezbollah. Donc ce qu'on voit actuellement dans la bande de Gaza ne veut pas dire l'éradication du Hamas qui va être un objectif très très difficile à réaliser. Et deuxièmement, ça peut même encore créer une nouvelle génération de Palestiniens qui ont beaucoup de haine contre Israël. Et ça peut bien évidemment jamais régler le problème sans avoir une perspective politique significative qui donne des pouvoirs et des autorités aux Palestiniens. On n'arrivera jamais à avoir de la paix dans cette région. Sébastien Boussois, justement, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la voix du Fatah aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une autre voix justement pour les Palestiniens en ce moment que le Hamas? Est-ce que c'est le Hamas sinon rien? Le problème, c'est qu'on a assisté effectivement à une islamisation de la cause palestinienne qui rend les choses aujourd'hui extrêmement compliquées, mais on est dans une confrontation entre une extrémisation des représentants non officiels de la cause palestinienne et de l'autre côté un gouvernement israélien qui est à l'extrême droite toute comme jamais et qui est dans une posture absolument pas déterminée à négocier quoi que ce soit. Donc vous avez de toute façon deux parties qui ne sont absolument pas prêtes, quand bien même avant le 7 octobre, à s'entendre. Ce qui concerne l'autorité que j'appelle souvent l'inautorité palestinienne, en réalité, les Palestiniens, comme d'autres d'ailleurs, lui reprochent effectivement sa corruption ou sa compromission avec Israël, puisque depuis les accords d'Oslo, les accords sécuritaires étaient censés apporter un minimum, non pas de paix, mais en tout cas de stabilité à la région, ce qui arrangeait d'ailleurs bien Israël d'avoir négocié un statut dit intérimaire qui n'était absolument pas un statut final et qui lui permettait en l'état de gérer la question palestinienne. Aujourd'hui, la question palestinienne déborde, elle revient sur le devant de la scène. Le Hamas a clairement mis Israël face à une part de sa responsabilité, mais également de l'autorité palestinienne, puisque très justement, aujourd'hui, Mahmoud Abbas ne représente plus grand-chose. Des élections, effectivement, devaient être convoquées. Certains nous ressortent Marwan Barghouti, qui est en prison depuis des années, mais que les jeunes Palestiniens connaissent probablement aujourd'hui à peine. Et on sait, selon quelques indices, que les élections repoussées systématiquement dans le camp palestinien pourraient à un moment voir l'arrivée ou le retour du Hamas, y compris en Cisjordanie. On a pu mesurer ça à travers certains votes, notamment universitaires et autres, ce qui est évidemment un problème aujourd'hui pour permettre à cette situation de se relancer et de relancer ce que tout le monde espère à un moment ou à un autre, des négociations pour arriver à un accord final. Il n'y a aucune des parties aujourd'hui qui est en l'état de pouvoir négocier légitimement, qui est en état de pouvoir avoir envie de négocier. Et je rappelle que ce chapeautage américain aujourd'hui est aussi un symptôme d'une administration américaine en fin de course qui n'aura peut-être pas encore d'ici quelques mois les appuis et les soutiens supplémentaires pour y parvenir. Donc on est vraiment aujourd'hui plus que jamais dans une impasse et ce déchaînement de la violence répondant à la violence n'est évidemment certainement pas une solution. C'est la riposte et la réponse du gouvernement israélien, mais ce n'est pas celle-là qui va baser ou poser les fondements d'une solution durable pour la paix entre les deux. Merci beaucoup Sébastien Boussois, Younes Benfallah. Ce sera le mot de la fin. Rapidement, on comprend bien simplement que la paix est plus que jamais loin dans ce que vous avez dit. Je crois qu'il y a un manque de politique. La politique, c'est l'art du possible. Donc, ce qu'il faut actuellement, c'est effectivement de pousser les efforts diplomatiques vers un projet politique clair. Ça peut être deux États, ça peut être un État, ça peut être une confédération. Il faut de l'innovation politique de la part des dirigeants au niveau mondial. Et il faut bien évidemment faire cesser ce principe qui est le principe de la force. Parce que ce qu'on voit actuellement, pas seulement au Moyen-Orient, mais quand je pense à l'Ukraine, quand je pense à l'Azerbaïdjan et l'Arménie, c'est que c'est le principe de force actuelle qui règne à la place du droit international. Donc sans avoir bien évidemment des efforts dans ce sens-là, bien évidemment je salue les efforts du président français pour organiser un sommet, sachant bien que, comme je le dis toujours, les cartes de cette région c'est plutôt chez les Américains, mais bien évidemment c'est un très bon signe pour ouvrir encore ce dossier une nouvelle fois pour chercher une solution à ce conflit. Merci beaucoup Younes Benfallah d'avoir été avec nous.